Il y a quelque chose en nous qui ne résiste pas à un mystère, à une énigme de l'histoire qui défie le bon sens et la logique. Combien de fois rencontrons-nous des traditions qui semblent échapper à la raison, comme des échos d'un passé lointain qui ne se conforment pas aux moules modernes? Et plus nous nous penchons sur ces coutumes, plus elles nous invitent à découvrir les ombres de notre propre curiosité, nous amenant à nous demander « Que savent ces gens que nous ignorons ?» Maintenant, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra qu'une seconde et cela nous aidera beaucoup. Entre la science et l'inexplicable, un terrain instable émerge où les questions appellent des réponses qui échappent à tout laboratoire. Qu'en est-il de ces pratiques et coutumes que même les plus sages tentent, en vain, de comprendre? Ainsi, ces mystères de l'histoire prennent vie, résistant au temps et aux limites de notre logique. La science fait ce qu'elle peut, mais il y a un moment où elle s'arrête, sans le courage ni les ressources nécessaires pour continuer. Dans ces traditions, c'est comme si l'insolite devenait sacré, défiant toute explication et constituant une partie essentielle du patrimoine de ces cultures. Pour nous, cela peut paraître comme de simples traditions exotiques, mais pour eux, ce sont des rites qui portent le poids des générations, des histoires qui donnent un sens à la vie. Peut-être que ce que nous appelons étrange est pour eux l'expression la plus pure de la sagesse. C'est le mystère de l'histoire. Ce qui semble incompréhensible s'avère en fait essentiel. Nous commençons ainsi un voyage fascinant, où chaque tradition est une pièce de ce puzzle que la science n'a pas encore assemblé. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité pour l'histoire, mais d'une invitation irrésistible à dépasser les limites de notre perception, en ressentant de première main l'appel de l'inconnu. Et c'est avec ce sentiment que nous avançons pour percer les mystères gardés par la tribu Korowai, où les ombres ont des gardiens et les hauteurs deviennent leur foyer. En Papouasie occidentale, où la forêt danse avec le brouillard, vivent les Korowai, une tribu qui défie le concept de foyer. Ils construisaient leurs maisons en hauteur dans les arbres, comme s'ils cherchaient la sécurité dans les hauteurs, ou étaient à mi-chemin entre ciel et terre. Ce n'est pas seulement une question de protection, c'est un choix culturel qui porte l'essence du mystère de l'histoire, car ils se tiennent à distance des menaces, qu'elles proviennent d'autres hommes ou d'esprits qui, disent-ils, parcourent le sol. Mais ce n'est pas seulement la hauteur qui définit le Korowai. Leurs croyances nous amènent à un endroit où le cannibalisme spirituel devient un rite. Pour eux, il s'agit d'un acte qui dépasse le corps physique, d'un rituel qui nous semble sombre, mais qui, pour eux, a une signification profonde, presque sacrée. Dans l'histoire de cette tribu, la consommation symbolique est une forme de confrontation avec l'invisible, une énigme historique que, même avec le temps, la science ne parvient toujours pas à expliquer. Vivre dans l'isolement leur a permis de développer leur propre monde, protégé des regards et des influences extérieures. Dans la solitude de la forêt, où l'inconnu est une présence constante, ils ont forgé des croyances et des pratiques qui préservent l'identité de leur peuple. Cet isolement n'est pas perçu comme une perte, mais comme un pouvoir. C'est un refuge où la curiosité de l'histoire devient une barrière et une identité, et le fait de rester éloigné des autres devient une forme de respect de ses propres traditions. Ainsi, du haut des arbres, ils observent le monde avec des yeux différents, distants mais attentifs. Il est difficile d'imaginer ce qui se passe dans l'esprit des Korowai, mais quiconque ose se plonger dans leur culture commence à se rendre compte que, pour eux, chaque hauteur, chaque rite et chaque ombre recèlent des secrets qui échappent à la raison. Le mystère des Korowai est lié à celui des tribus Gwaja d'Amazonie, où l'invisible a aussi une voix, mais cette fois dans les rêves et dans les jungles les plus denses. Au cœur de l'Amazonie, les Gwaja vivent comme si chaque créature était une extension de sa propre âme, une connexion qui dépasse le visible. Pour eux, les animaux de la forêt sont plus que des compagnons. Ce sont des esprits, des guides qui se révèlent dans des moments de silence. La curiosité de l'histoire nous conduit à ces liens invisibles, car chez les Gwaja, chaque créature est une fenêtre sur le surnaturel,
un ami avec qui ils partagent à la fois le monde physique et spirituel. Mais la relation des Gwaja avec le monde invisible va au-delà des jours et s'étend jusqu'aux rêves. C'est pendant leurs heures de sommeil qu'ils reçoivent des messages et des prémonitions, des conseils et des avertissements sur ce qui les attend. Pour eux, le rêve est une réalité à part, un lieu où les esprits parlent, guidant les décisions et protégeant leur peuple. Il n'y a peut-être aucune explication scientifique à ce lien, mais pour les Gwaja, cette pratique est une façon de vivre en harmonie avec les mystères de l'histoire qui habitent la forêt. Et comment pouvons-nous ignorer les médicaments qu'ils produisent? Ces pratiques médicinales constituent un défi pour la médecine moderne, car elles reposent sur des connaissances transmises de génération en génération. Parmi les racines et les feuilles, ils trouvent des remèdes que la science n'a pas encore découverts, des remèdes qui semblent impossibles pour ceux qui vivent loin de la forêt. C'est dans ce secret ancestral que les Gwaja révèlent une sagesse qui échappe aux yeux de ceux qui tentent de les comprendre de l'extérieur, sans connaître l'esprit de la forêt. Ainsi, parmi les rêves et les ombres de la forêt, les Gwaja suivent leurs traditions, portant le savoir de leurs ancêtres dans chaque geste et décision. Et comme suite naturelle, nous nous dirigeons désormais vers l'Arctique, où la tribu Nenets vit dans des conditions extrêmes, mais avec un lien tout aussi fort avec l'invisible, affrontant la glace et le vent avec une sagesse qui surprend et interpelle le regard extérieur. Dans les confins glacés de la Sibérie, où le vent coupe comme des plaques de glace, vivent les Nenets, un peuple qui a transformé l'impossible en quotidien. Vivre dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète semble absurde à beaucoup, mais pour eux, le froid est une extension de leur propre identité. Ils connaissent la glace comme personne, comprennent les cycles de la nature et s'adaptent à chaque défi. Là, dans ce mystère de l'histoire, le simple acte de survivre est en soi une forme de respect pour l'inconnu. Le climat, pour les Nenets, n'est pas seulement une question de prévision. C'est un messager avec lequel ils communiquent de manière presque surnaturelle. La science se demande comment ils peuvent anticiper avec précision les changements et les présages météorologiques. Mais pour les Nenets, cette connaissance est un héritage. En observant le ciel et le vent, ils décryptent les signes invisibles. Une sagesse qui échappe aux instruments modernes, laissant flotter dans l'air froid une énigme de l'histoire. Dans leur tradition, il existe aussi le rituel des cornes sacrées, une pratique qui porte en elle l'esprit de protection et de force. Les Nenets croient que les cornes détiennent l'énergie vitale, symbole de résistance au milieu des glaces éternelles. Ce rituel est plus qu'une simple croyance. C'est une façon de se connecter avec vos ancêtres et de demander la protection des dieux. Pour eux, la tradition est un pont entre le visible et l'invisible, un lien entre le passé et le présent. Ainsi, en suivant les Nenets à travers le froid et le mystère, nous avançons dans notre voyage, à la recherche des traditions des Padaong, où la beauté et la douleur s'entrelacent de manière impressionnante. Chaque culture recèle des secrets qui défient la logique et nous amènent à nous demander ce que signifie réellement être humain. Parmi les montagnes de Thaïlande et du Myanmar, on retrouve les femmes Padaong, connues pour leur cou allongé, ornées d'anneaux qui grandissent au fil des années. Cette tradition, considérée par beaucoup comme étrange, voire douloureuse, est pour eux une expression de beauté, un honneur transmis de génération en génération. Le mystère de l'histoire se révèle ici comme un paradoxe d'enchantement et de sacrifice, où chaque bague porte à la fois l'identité et le poids de la culture qu'elle représente. Pour la science, la résistance physique des femmes Padaong est une énigme. Comment peuvent-elles supporter le poids des anneaux sans compromettre leur santé? Au fil des années, le corps s'adapte et le cou s'allonge comme une fleur qui pousse vers le ciel. Cette transformation, incompréhensible pour la médecine occidentale, est pour eux un acte de résistance et d'appartenance, une affirmation que la douleur et la beauté peuvent marcher côte à côte, dans une danse que peu de gens oseraient suivre. Cette coutume constitue également une barrière contre la perte de l'identité culturelle.
Dans un monde où les traditions se perdent rapidement, les Padaong préservent l'histoire, utilisant leur corps comme emblème du passé. Chaque bague est une promesse que la culture ne sera pas oubliée, que le mystère de l'histoire survivra à chaque génération. Pour eux, l'apparence n'est pas une vanité passagère. C'est un cri silencieux pour la permanence, pour la continuité, un symbole qui entretient la flamme de vos ancêtres. Et ainsi, le coup haut, ils nous conduisent à l'histoire suivante. Nous nous dirigeons maintenant vers la tribu Kaningara, où les cicatrices ne sont pas de simples marques, mais des portes vers l'esprit du crocodile, un lien profond entre le corps et l'âme, qui défie la compréhension et la logique occidentale. Sur les rives du fleuve Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hommes de la tribu Kaningara portent sur leur peau un témoignage de courage et de dévouement. Par la scarification, ils transforment leur corps en un hommage vivant à l'esprit du crocodile, créature qui représente pour eux la force et l'ascendance. Les cicatrices qui marquent leur corps sont un rituel douloureux, mais elles sont aussi un hommage au mystère de l'histoire qui les lie à un animal sacré, aussi présent que les rivières qui traversent leurs terres. Le processus est long et demande une endurance que peu de gens comprendraient. Mais pour les Kaningara, la douleur est un chemin vers la renaissance spirituelle. Chaque coupure, chaque cicatrice dessine sur la peau un lien avec le crocodile, un lien qui transcende le physique. Comment supportent-ils une telle douleur? Pour eux, la souffrance fait partie de la transformation, et le corps devient la toile sur laquelle la culture imprime ses valeurs, une énigme de l'histoire gravée dans la chair. Lorsqu'un jeune homme en ressort marqué, il n'est plus le même. C'est un être nouveau, honoré et respecté. La société Kaningara le voit comme quelqu'un qui a dépassé les limites de son corps, qui a traversé la peur et a trouvé la force au milieu de la douleur. La science peut se demander comment le corps parvient à guérir après tant d'incisions. Mais pour eux, la douleur est plus que physique. C'est un pont vers l'invisible, un pacte silencieux avec l'esprit du crocodile. Ainsi, avec leur peau marquée, les Kaningara nous laissent un héritage de courage et de mystère, comme s'ils nous invitaient à regarder au-delà du visible. Et suite à ce voyage, nous nous dirigeons désormais vers l'Inde, où les Agoris trouvent dans la mort une source de sagesse, un mystère encore plus profond et plus sombre. En Inde, les Agoris marchent parmi les vivants en gardiens des ombres, une société qui ne craint pas la mort, mais la révère. Pour eux, le cycle de la vie et de la mort est sacré, et pour eux, méditer parmi les cendres des corps incinérés est une manière de se confronter à l'inconnu. Cette pratique, qui inspire la peur à beaucoup, est pour les Agoris un portail vers l'esprit. Le mystère de l'histoire se manifeste ici sous une forme extrême, où le monde physique se dissout dans le monde spirituel. La vision du monde Agori est une vision que peu osent explorer. Ils croient que la mort n'est rien d'autre qu'un passage, et leur mépris pour le matérialisme se traduit par des rituels percutants. Ils vivent parmi ce que beaucoup évitent, refusant le confort et faisant fi des conventions. Sa vie est une énigme de l'histoire elle-même, une provocation constante aux limites de la société, où les croyances sur la mort sont mises à l'épreuve et redéfinies. Certains de ces rituels incluent la consommation d'herbes et de médicaments, qui, dans la médecine occidentale, seraient considérés comme imprudents ou dangereux. Mais pour les Agoris, ces méthodes sont un chemin vers la transcendance, une forme de purification et de connexion avec l'absolu. La science regarde ces pratiques d'un mauvais œil, mais pour elle, il s'agit de percer les secrets de l'existence, d'explorer toutes les limites entre le corps et l'âme. Ainsi, les Agoris deviennent des figures de pouvoir et de mystère, remettant en question ce que nous entendons par vie et mort. Mais si nous nous tournons maintenant vers l'Est, nous verrons un autre ordre de guerriers, les moines Shaolin, dont la force physique et spirituelle laisse également les scientifiques intrigués, mais pour des raisons totalement différentes. Dans les temples entourés de montagnes en Chine, les moines Shaolin pratiquent une discipline qui défie les limites du corps et de l'esprit. Connus pour leurs compétences martiales, ils considèrent le combat non seulement comme une défense,
mais aussi comme une forme de maîtrise de soi et de connexion avec l'univers. C'est une tradition qui mélange spiritualité et force physique, créant un mystère historique qui résiste à une compréhension complète dans le monde occidental. Pour eux, se battre est un acte de respect et de communion. L'entraînement Shaolin est un voyage ardu et transformateur, où le corps s'adapte à une douleur que peu de gens pourraient endurer. Ils maîtrisent des techniques qui leur permettent de résister à des températures extrêmes, des coups intenses et même des fractures. Tout cela grâce au contrôle d'une énergie invisible appelée Qi. Ce concept défie la science, car comment expliquer leur résistance au froid ou au choc? Cette énigme de l'histoire révèle un type de pouvoir auquel seul l'esprit entraîné peut accéder. En plus d'être des guerriers, les Shaolins sont aussi des philosophes et des maîtres de la sagesse ancienne, où le Qi, cette force vitale, guide chaque mouvement et chaque respiration. Pour eux, cette énergie est aussi réelle que le corps qu'ils habitent, et la contrôler est un chemin vers l'illumination. C'est une maîtrise qui demande des années de pratique, une patience qui reflète votre vision selon laquelle le physique et le spirituel sont indissociables. C'est comme si chaque coup était aussi une prière, un lien silencieux avec l'invisible. Ainsi, dans les techniques de combat et de méditation, ils découvrent une vérité que peu de gens peuvent atteindre. Et en nous tournant maintenant vers les Masaï, tribus où les talons symbolisent le pouvoir et la spiritualité, nous verrons une autre forme de connexion avec le physique qui fait écho à une force ancestrale tout aussi impressionnante. Dans les vastes plaines d'Afrique de l'Est, les Masaï dansent dans des bonds qui semblent défier la gravité, comme si le sol avait perdu son emprise sur eux. Chaque saut est une expression de puissance et de résistance, un rite de passage qui révèle la force du corps et de l'âme. Pour les Masaï, sauter n'est pas seulement physique, il symbolise le courage, une qualité que peu de gens comprennent sans être témoins de l'intensité de cette tradition. Cet acte de sauter est un mystère de l'histoire, une forme de transcendance physique et spirituelle. Mais que signifie pour eux cette danse sautante? Dans chaque impulsion, il y a une communication avec l'invisible, symbole de connexion avec le sacré. On dit que plus le guerrier saute haut, plus sa valeur et son respect parmi son peuple sont grands. Pour nous, cela peut paraître simple, mais pour eux, c'est comme une conversation avec les ancêtres, une expression d'identité et une preuve que la force spirituelle réside dans le corps. C'est une tradition que la science ne peut expliquer, mais qui révèle l'énigme de l'histoire dans la vie des Masaï. Cette pratique apporte également une capacité physique incroyable, s'adapter à l'environnement pour résister à des sauts en hauteur répétés. Au fil des années, le corps s'adapte à ce besoin, acquérant une résistance qui surprend et ravit. Voir un guerrier Masaï en action, c'est voir le physique et le spirituel unis en un seul acte, un lien direct avec l'ascendance qui fait que le monde qui l'entoure semble lointain et le passé vivant. Et donc, nous nous tournons maintenant vers les San du Kalahari, où le sixième sens de pistage les intègre au désert qu'ils habitent. Entre traces invisibles et communication avec la nature, nous verrons comment cette tribu a trouvé dans les instincts un moyen de survivre et de préserver le mystère de sa propre existence. Dans l'impitoyable désert du Kalahari, les San sont passés maîtres dans l'art de détecter l'invisible. Chaque empreinte, chaque grain de sable déplacé raconte une histoire qu'eux seuls peuvent lire. Ce sixième sens du suivi est un mystère de l'histoire, quelque chose que la science observe mais ne peut pas expliquer. Pour les San, le pistage est plus qu'une compétence, c'est un langage silencieux avec la nature, une sagesse qui palpite parmi les dunes, enseignée de génération en génération. En marchant, leurs yeux semblent capter des détails que d'autres ne remarqueraient même pas. Le désert, qui pour beaucoup est vide, est pour eux plein de signes, de traces laissées par les esprits et les créatures. Et dans ce contexte, la chasse devient un acte spirituel, où les San communiquent avec les animaux avant même de les voir. Cette énigme de l'histoire est si intrinsèque qu'ils sont capables de ressentir la présence d'un animal
à des kilomètres de distance, comme s'ils étaient guidés par une connexion invisible. Cette capacité en fait également des maîtres de la survie, car ils peuvent détecter l'eau, la nourriture et même les dangers cachés. Pour survivre dans le Kalahari, il faut plus que de la chance. Cela prend un air presque surnaturel avec l'environnement. C'est comme si le désert les acceptait comme faisant partie de lui-même, leur permettant de déchiffrer ses mystères. Cette relation est un exemple frappant de la manière dont le corps et la nature peuvent s'entremêler dans une danse de respect et d'adaptation. Et ainsi, nous quittons les San et passons à une autre histoire tout aussi intrigante. Le peuple Drokpa, qui se croit descendant de Dieu, maintient une tradition qui défie le temps, préservant une beauté et une pureté ethnique que beaucoup considèrent comme mythiques. Apprenons à connaître ces personnes et découvrons encore un autre mystère ancien. Dans les montagnes reculées entre le Pakistan et l'Inde, le peuple Drokpa recèle un mystère qui fascine et intrigue. Ils croient qu'ils sont les descendants directs des anciens dieux, une croyance qui façonne chaque aspect de leur vie et de leur identité. Pour les Drokpa, cette ascendance divine n'est pas qu'une histoire. C'est une réalité qu'ils vivent avec fierté, comme une lignée rare qui défie le temps. Ce mystère de l'histoire résonne dans leurs rituels, préservant un lien avec ce qu'ils considèrent comme sacré et éternel. La préservation de la pureté ethnique est l'un des piliers de cette culture, quelque chose que peu de gens comprennent dans le monde moderne. Pour eux, maintenir cette lignée est une manière d'honorer leurs ancêtres et de protéger l'identité du groupe. Ils choisissent eux-mêmes leurs partenaires au sein du peuple et conservent ainsi des caractéristiques physiques et des traits culturels qui les distinguent. Cette énigme de l'histoire attise la curiosité, car il est rare de trouver une communauté qui entretienne avec autant de rigueur ses racines. La beauté est aussi une marque distinctive des Drokpa, avec des coutumes visuelles qui les différencient et qu'ils considèrent comme faisant partie de leur héritage divin. Les femmes ornent leurs cheveux de fleurs et de bijoux comme prolongement de leur identité. Ces détails sont plus que des ornements. Ce sont des symboles d'un passé mythologique, d'une époque où les dieux marchaient parmi les hommes. Cette esthétique unique et soignée est une expression de foi et de résistance, une beauté qui, pour eux, transcende le temps. Ainsi, tout en observant la sérénité des Drokpa, nous nous dirigeons vers la tribu Yali de Nouvelle-Guinée, où le vent transporte les messages des ancêtres et où chaque flèche lancée est guidée par un esprit invisible. Dans les prochaines étapes, l'invisible sera à nouveau présent, dans des rituels qui protègent et définissent une culture unique. Dans les montagnes isolées de Nouvelle-Guinée, les Yali vivent en communion avec l'invisible, guidés par une connexion unique avec le vent et les esprits des ancêtres. Pour eux, le vent n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un messager, un lien vers ceux qui l'ont précédé. Quand le vent souffle, ils croient que c'est la voix des esprits, un murmure ancestral qui guide leurs décisions et protège les hommes. Ce mystère de l'histoire devient un lien entre le physique et le spirituel, une croyance qui résiste au passage du temps. Parmi leurs rituels, le plus sacré concerne la flèche, une arme qu'ils considèrent dotée d'un pouvoir spirituel. Chaque flèche est consacrée et lâchée, comme si elle était guidée par une force au-delà de l'humain. C'est un acte de foi, de connexion avec le passé, car pour eux, le vol de la flèche est porteur de désir et de protection des esprits. Cette énigme de l'histoire fait que les Yali voient la chasse et la guerre non pas comme de simples combats, mais comme des événements chargés de sens sacré. Les vêtements des Yali sont également des symboles spirituels, avec des tissus et des ornements qui représentent la protection et le pouvoir des éléments naturels. Ce qui pour d'autres serait un simple vêtement, pour eux, c'est une extension de leur force et de leur identité. Lorsqu'ils s'habillent, ils invoquent la protection des esprits, recherchant l'équilibre et la force chez ceux qui sont partis depuis longtemps. Chaque tissu, chaque détail est une prière sous forme de vêtements, un bouclier contre les forces invisibles qui entourent votre monde. Et pendant que les Yali continuent d'écouter le vent et de lâcher leurs flèches sacrées, nous passons à la tribu Dayak de Bornéo, où la tradition de la chasse aux têtes
recèle encore des secrets et défie la compréhension moderne. Explorons cette pratique et découvrons comment la résilience culturelle résiste aux pressions de la modernité. À Bornéo, la tribu Dayak conserve une tradition qui hante et fascine, la chasse aux têtes. Dans un monde où la modernité a tellement progressé, cette pratique ancienne persiste comme un rituel de bravoure et de protection. Pour les Dayak, prendre la tête d'un ennemi était une manière d'honorer l'esprit de la tribu et d'assurer sa sécurité. Ce mystère de l'histoire n'est pas seulement une question de violence, mais un symbole de pouvoir, un acte qui porte en lui une signification profonde et mystique. Garder les crânes des ennemis tombés au combat est plus qu'un trophée. C'est une connexion avec l'invisible, une manière d'accumuler des forces et de demander la protection de nos ancêtres. Chaque crâne conservé témoigne du courage et des sacrifices consentis par la tribu. Dans le monde moderne, cette pratique peut sembler brutale, mais pour les Dayak, elle est chargée de signification spirituelle. Cette énigme du récit nous rappelle que, dans certaines cultures, la vie et la mort coexistent comme un cycle nécessaire à l'harmonie du groupe. Malgré les changements apportés par la modernité, les Dayak maintiennent vivante cette tradition, en l'adaptant à la réalité actuelle, mais sans perdre sa valeur symbolique. Ils portent en eux une résilience qui défie le temps, une force qui refuse de se laisser effacer par les influences extérieures. Dans les forêts de Bornéo, ils résistent et protègent leurs coutumes, démontrant que l'identité et la spiritualité peuvent survivre même sous la pression d'un monde en mutation. Et tandis que les Dayak gardent leurs secrets et se battent pour leurs traditions, passons aux moines tantriques, où le contrôle du corps et de l'esprit devient un moyen de vaincre le froid et de défier la logique occidentale. Une fois de plus, nous voyons comment le guide invisible pratique des pratiques qui semblent inexplicables aux yeux modernes. Dans les montagnes et vallées isolées du Tibet, les moines tantriques défient la compréhension humaine en contrôlant leur propre énergie corporelle. Ils maîtrisent une technique qui permet de réchauffer le corps dans un froid extrême, rien qu'avec la force de la méditation. Pour eux, le secret réside dans l'équilibre entre le corps et l'esprit, un mystère historique qui reste inexplicable à la science. Alors que la glace s'accumule autour d'eux, ils restent sereins, réchauffés par un pouvoir qui semble venir de l'esprit lui-même. Le rituel pour atteindre cet état implique un niveau de concentration que peu de gens atteignent. Les moines se livrent à des pratiques d'endurance extrême, assis dehors, tandis que la neige tombe sur leurs épaules. L'acte de générer de la chaleur corporelle, connu sous le nom de Tummo, est une démonstration de ce qu'ils appellent la maîtrise du chi, une force invisible qui guide chaque respiration et chaque battement de cœur. Cette énigme de l'histoire laisse beaucoup intriguer, car même avec les progrès de la science, on comprend peu de choses sur ce contrôle absolu du physicien. En plus de l'échauffement, la maîtrise du corps des moines tantriques implique l'esprit dans un état de sérénité qui déborde dans leurs pratiques quotidiennes. Pour eux, la vie est un voyage de maîtrise de soi, où chaque action est la preuve que l'esprit est plus fort que les conditions extérieures. Ils enseignent qu'en comprenant son propre corps et son énergie, l'impossible devient possible, et ce qui semblait autrefois irréel devient un chemin de sagesse et de paix. Et tandis que les moines tantriques gardent le contrôle de leur corps et de leur esprit, nous nous dirigeons vers les aborigènes d'Australie, où la spiritualité et les prophéties constituent un pont entre le passé et le futur, révélant un monde où la terre et le temps du rêve se rencontrent. Dans l'immensité de l'Australie, les peuples aborigènes entretiennent un lien unique avec ce qu'ils appellent le Dreamtime, un univers spirituel où cohabitent le passé, le présent et le futur. Pour eux, Dreamtime est plus qu'une croyance. C'est une réalité invisible qui imprègne tous les aspects de la vie. Chaque paysage, chaque pierre et chaque rivière portent des histoires ancestrales qui guident encore aujourd'hui leur vie. Ce mystère du récit nous fait comprendre que, pour les aborigènes, le monde spirituel est aussi concret que le sol sur lequel ils marchent. Les aborigènes australiens
croient que le temps du rêve est aussi une source de prophétie et de vision, un moyen de prédire l'avenir et de comprendre ce qui est à venir. Leurs légendes parlent d'esprits qui guident les vivants, les aident à prendre des décisions importantes et les protègent des dangers invisibles. Cette énigme de l'histoire est fascinante, car tandis que le monde moderne cherche des réponses dans les théories, les aborigènes font confiance à la sagesse transmise de génération en génération et à leur lien avec l'invisible. En plus de la spiritualité, ces personnes ont des pratiques de guérison qui sont, pour la médecine occidentale, un mystère complet. Les plantes et les racines des terres du Sud sont utilisées dans des rituels de guérison du corps et de l'esprit. Cette capacité à se connecter à la nature et à l'utiliser comme source de santé et d'équilibre révèle une connaissance profonde, une compréhension qui refuse d'être expliquée par la science moderne. Pour les autochtones, la guérison consiste à s'harmoniser avec l'esprit de la terre. Et tandis que les aborigènes australiens vivent en communion avec leurs ancêtres et le temps du rêve, nous nous dirigeons vers les sables du Sahara, où les Touaregs défient le soleil brûlant et le silence du désert avec une sagesse qui implique à la fois la force physique et le mystère spirituel. Dans l'immense désert du Sahara, les Touaregs sont connus sous le nom de « hommes bleus », un peuple qui survit là où peu osent marcher. Leurs vêtements bleutés, qui teignent leur peau et les protègent du soleil implacable, sont plus que de simples vêtements. Ils sont un symbole de résistance et d'adaptation. Chaque journée sous un soleil de plomb témoigne de votre capacité à prospérer dans les conditions les plus difficiles. Ce mystère de l'histoire révèle une force physique et spirituelle que peu de gens peuvent comprendre. Pour les Touaregs, le silence du désert est sacré, une présence constante qui recèle d'anciens secrets. Ils croient que le vent transporte les voix des défunts et, à chaque voyage à travers le désert, ils communient avec les esprits invisibles. Ce lien avec l'inconnu est plus qu'une superstition. C'est la base de leurs croyances et de leurs traditions. Cette énigme de l'histoire nous montre que, pour eux, le désert est un être vivant, une entité avec laquelle ils partagent une relation de respect mutuel. Les rituels touaregs sont également essentiels à leur survie. Ils ont des pratiques pour faire face à la soif, à la faim et à la chaleur, en utilisant ce que le désert leur offre de manière presque magique. Chaque mouvement est précis, chaque action calculée pour préserver la force et la résistance. Pour les Touaregs, vivre au Sahara n'est pas seulement une question d'endurance physique. C'est un pacte avec l'invisible, où chaque action est la preuve de votre connexion avec l'esprit du désert. Ainsi, avec leur vie de silence et de mystère, les Touaregs nous emmènent chez la tribu Bajau, où le lien avec la mer est si profond qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant des minutes, naviguant dans les profondeurs comme si l'océan était une extension de l'eau. Leur maison. Découvrons cette capacité impressionnante et comprenons la relation spirituelle des Bajau avec les eaux qui les soutiennent. Dans les eaux calmes de l'Asie du Sud-Est, les femmes de Bajau défient la science avec une capacité qui semble magique. Elles peuvent retenir leur souffle pendant de longues minutes, plongeant à des profondeurs que peu de gens pourraient supporter. Pour eux, la mer n'est pas seulement une source de nourriture, c'est un lieu sacré, une maison qui accueille et protège. Ce mystère de l'histoire est un héritage qui se transmet de génération en génération, et la capacité de survivre sous l'eau est considérée comme une forme de communion avec l'océan. Mais qu'est-ce qui rend le Bajau si spécial? Son secret va au-delà de la pratique. La recherche montre que leur corps possède des adaptations physiques uniques, telles qu'une rate plus grande, qui leur permettent de résister plus longtemps à la plongée. Cette énigme de l'histoire nous fait réfléchir sur la capacité du corps humain à s'adapter aux environnements extrêmes. Pour les Bajau, cette capacité n'est pas seulement une question de survie, mais un témoignage de leur lien spirituel avec la mer, qui est une partie indissociable de leur culture. La vie des Bajau est une danse constante avec les eaux. Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent à nager et à plonger, comme si elles étaient de véritables sirènes vivant parmi les vagues et les coraux. Pour eux,
la mère est un professeur et un compagnon, leur offrant des leçons de patience, de courage et de respect. Cette relation est si intense que de nombreux Bajau choisissent de vivre sur des péniches, entourés par l'étendue bleue, vivant littéralement au-dessus de leur monde spirituel. Et tandis que les Bajau se déplacent gracieusement entre l'air et l'eau, nous nous dirigeons vers la tribu Sangu, où une autre pratique impressionnante nous attend. La consommation de sang, un rituel qu'ils considèrent comme sacré et stimulant, un mystère qui défie les tabous et soulève de profondes questions sur les croyances et la survie. En Afrique centrale, la tribu Sangu perpétue une tradition qui défie les tabous et suscite la curiosité, la consommation rituelle du sang. Pour eux, cette pratique est plus qu'une question de survie. C'est un acte sacré, une façon d'honorer la vie et de se connecter avec les ancêtres. Le sang, pour les Sangu, est considéré comme une source d'énergie et de pouvoir, quelque chose qui renforce le corps et l'esprit. Ce mystère de l'histoire nous invite à réfléchir sur ce qui constitue la nourriture et le rituel, et sur les limites que la culture impose à la compréhension. Le rituel de boire du sang est entouré de règles et de symboles qui protègent sa valeur spirituelle. Ce sang n'est pas obtenu au hasard. Il fait partie de cérémonies spécifiques où le respect de la vie est essentiel. Pour les Sangu, cette consommation est une manière d'absorber les forces de la nature, de partager l'énergie vitale d'un autre être. Cette énigme de l'histoire montre que ce que beaucoup considèrent comme tabou peut, pour d'autres, être une expression de foi et de connexion avec l'univers. En plus du renforcement spirituel, la consommation de sang est également une pratique culturelle qui protège les Sangu de la perte d'identité. Dans un monde où les traditions se diluent, ce rituel leur donne un sentiment de continuité, un lien avec ceux qui les ont précédés et avec ce qu'ils considèrent comme sacré. Pour eux, cette pratique est une résistance contre l'oubli, un lien qui les maintient fermes face aux changements extérieurs. Et tandis que les Sangu suivent leur rituel de connexion spirituelle, nous partons pour le Kazakhstan, où le peuple kazakh se distingue par sa capacité à dresser des aigles pour la chasse, créant une relation à la fois pratique et mystique entre l'homme et l'animal, remettant en question la compréhension occidentale de la lien avec la nature. Dans les vastes steppes du Kazakhstan, les Kazakhs entretiennent une tradition qui remonte à l'Antiquité. La chasse à l'aigle royal. Pour eux, cette pratique est plus qu'une compétence. C'est une relation profonde et symbolique entre l'homme et la nature. Dresser un aigle est un processus qui demande de la patience et du respect. Et pour le Kazakh, cette connexion représente un partenariat sacré. Ce mystère de l'histoire nous révèle comment, en pleine modernité, ils maintiennent vivante cette tradition ancestrale. La chasse aux aigles est un art transmis de père en fils, preuve que le lien entre l'homme et l'animal dépasse l'utilitarisme. Chaque jeune apprenti suit un rituel d'initiation, où il apprend à comprendre et à respecter l'aigle, qui pour lui n'est pas seulement une arme de chasse, mais un esprit avec lequel il partage sa vie. Cette énigme de l'histoire rappelle que pour les Kazakhs, l'aigle est un lien avec les ancêtres, un lien avec la puissance sauvage des montagnes. Ce lien est si profond que les Kazakhs croient que l'aigle, lorsqu'il chasse, canalise la force de ses ancêtres. Son vol, imposant et précis, est une extension de l'esprit de la tribu. Les Kazakhs traitent leurs aigles comme des membres de la famille, leur accordant soin et respect. Pour eux, ces oiseaux sont plus que des compagnons. Ce sont des gardiens qui les protègent et les aident à maintenir vivante leur tradition, témoignage de la force et du mystère qui les lient au passé. Et pendant que nous regardons les Kazakhs et leurs aigles planer au-dessus des montagnes, nous nous dirigeons vers les tribus africaines où la tradition orale et le pouvoir de la mémoire sont préservés comme un bien sacré. Ces tribus montrent que, dans un monde de technologie et d'écriture, la parole a encore une valeur inestimable et mystérieuse. Dans certaines tribus africaines, le savoir n'est pas conservé dans des livres ou des documents écrits, mais dans l'esprit des anciens, gardiens de la mémoire. Ces maîtres ont la responsabilité de préserver les histoires, les généalogies et les connaissances en les transmettant oralement aux générations futures. Pour eux,
La parole est un pont vivant entre le présent et le passé, un mystère de l'histoire qui résiste à l'épreuve du temps. Ce lien invisible mais essentiel garantit que les ancêtres continuent de vivre dans des récits partagés. La précision de ces souvenirs est impressionnante, car ils peuvent mémoriser des détails que beaucoup oublient facilement. Cette tradition de transmission orale des connaissances est plus qu'une pratique culturelle. C'est un témoignage de discipline et de respect. Dans un monde où nous comptons sur les notes, les maîtres de la mémoire défient la logique moderne, révélant que la parole et l'esprit peuvent être aussi puissants que n'importe quelle technologie. Cette énigme de l'histoire démontre comment la sagesse peut être stockée dans l'invisible, dans la confiance et le respect de ceux qui l'ont précédée. En plus des histoires, il préserve des enseignements sur la nature, les médecines traditionnelles et même des prédictions sur le climat, des connaissances qui se transmettent de génération en génération sans perdre leur sens. Pour ces personnes, les mots ont une valeur spirituelle et le fait de raconter des histoires est presque un rituel sacré. C'est une façon de rester connecté à ses ancêtres et à son propre territoire, preuve que tant qu'il y aura ceux qui racontent et ceux qui écoutent, la sagesse restera vivante. Et pendant que les mots résonnent dans les tribus africaines, direction la Namibie, où les femmes de la tribu Himba préservent des traditions uniques et une beauté sans précédent, dans une relation profonde avec la terre et les cycles de la lune. Découvrons comment le rituel de l'argile et le pouvoir féminin s'entremêlent dans cette culture. Dans les terres arides de Namibie, les femmes Himba se distinguent par leur peau rougeâtre, recouverte d'un mélange d'argile et de graisse qui les protège du soleil et des insectes. Cette pratique, appelée Haute Gisée, est un symbole de beauté et aussi un lien spirituel avec la terre. Pour eux, ce rituel est une manière d'exprimer la force et l'identité, un mystère de l'histoire qui dépasse la simple apparence. Le rouge de votre peau n'est pas seulement une protection, c'est aussi un hommage au terroir qui leur donne vie. La femme Himba est le pilier de la communauté, la gardienne de la tradition et de la famille. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à travailler dur, à s'occuper des enfants et à préserver les traditions. Cette énigme de l'histoire reflète le pouvoir féminin et la capacité à s'adapter dans un environnement inhospitalier. Pour les Himba, beauté et force sont indissociables, et chaque couche d'argile est une marque d'honneur, un lien avec la nature et les ancêtres. Outre l'argile, les cycles de la lune jouent un rôle central dans leur culture. Les Himba croient que la lune guide leur vie et leurs sentiments, influençant le moment des semailles, des récoltes et même des célébrations. Pour eux, le lien avec la lune est plus que symbolique. C'est une façon de s'aligner sur les rythmes de la terre et du ciel. Ce mystère de l'histoire nous rappelle que même si nous regardons le ciel par curiosité, eux le font par sagesse et par sagesse. Ainsi, avec l'argile comme bouclier et la lune comme guide, les Himba nous emmènent en Haïti, où les prêtres vaudous perpétuent une tradition d'invocation et de rituels surnaturels, révélant un monde où l'invisible est présent de manière effrayante et mystique. Au cœur d'Haïti, le vaudou n'est pas seulement une croyance, c'est une force vivante qui relie le monde visible à l'invisible. Les prêtres vaudous, appelés Hungans et Mambos, sont les gardiens de ce pouvoir mystique, capables d'invoquer les esprits et de canaliser les énergies surnaturelles. Pour eux, le vaudou est un chemin de guérison et de protection, une tradition qui unit les vivants à leurs ancêtres dans une danse de foi et de mystère. Ce mystère de l'histoire nous emmène dans un univers où l'inexplicable devient réel et où la magie est une vérité quotidienne. Lors de leurs cérémonies, ces prêtres invoquent les Loa, des esprits qui représentent les forces de la nature et certains aspects de la vie humaine. Ces rituels sont entourés de chants, de tambours et d'offrandes, et chaque mouvement a une signification profonde. Les Loa entrent dans le corps des prêtres, transmettant des messages et des conseils aux participants. Cette énigme du récit nous rappelle que, pour beaucoup, le monde spirituel est aussi présent que le physique, une dimension invisible qui guide et soutient. Le vaudou est également un outil de guérison.
où les prêtres utilisent des herbes et des prières pour traiter les maux physiques et spirituels. Ces pratiques se transmettent de génération en génération et, malgré le scepticisme, beaucoup recherchent encore la guérison par le vaudou. Pour les Haïtiens, le vaudou n'est pas seulement une religion, c'est une réponse aux défis de la vie, une manière de restaurer l'harmonie. Ce mystère révèle que, dans certaines cultures, la guérison dépasse la science et devient une expérience sacrée et inexplicable. Ainsi, au son des tambours vaudous, nous nous dirigeons vers la conclusion de notre voyage, où nous réfléchissons à la fascination humaine pour l'inconnu et ce que la science ne peut toujours pas expliquer. Voyons ce que ces mystères nous apprennent et comment ils éveillent notre curiosité et notre respect pour l'invisible. Il y a quelque chose qui nous pousse vers l'inconnu, un désir inexplicable d'explorer ce que la science ne peut pas encore déchiffrer. Dans ces traditions que nous parcourons, des temples cachés aux déserts et montagnes, la fascination humaine pour le mystère de l'histoire devient évidente. Chaque pratique, aussi étrange que cela puisse paraître, recèle une sagesse ancestrale, une pièce d'un puzzle qui remet en question notre compréhension et nous apprend à voir au-delà de l'évidence. Pour beaucoup, ces traditions ne sont que de curieuses histoires, mais pour ceux qui les vivent, ce sont des piliers qui soutiennent l'existence. Là où la science rencontre les barrières, elle trouve un sens, comme si chaque rite et croyance était une manière de révéler l'invisible. Cette énigme de l'histoire nous rappelle que la vérité n'est pas toujours dans les réponses, mais dans les questions qui restent en suspens. L'inconnu est une invitation éternelle pour ceux qui osent défier la logique. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces histoires attisent autant notre curiosité? C'est peut-être parce que, dans un monde de plus en plus rationnel, ces traditions nous relient à l'inexplicable, à ce qui nous rappelle que la vie est plus que ce que nous pouvons voir et toucher. Chaque culture, avec ses croyances et ses mystères, nous invite à un voyage sans fin, une invitation à franchir le voile et à voir le monde sous un nouvel angle où le réel et le surnaturel se côtoient. Et ainsi nous terminons ce voyage, mais le mystère continue. Après tout, il y a toujours de nouvelles histoires à explorer et la science, bien que puissante, ne nous privera jamais de la curiosité qui est la véritable essence de notre quête de l'inconnu. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci